Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête, l'émission d'interview de France 24. Notre invité est aujourd'hui Bill Gates, c'est le cofondateur de Microsoft, c'est le coprésident de la fondation Bill et Melinda Gates. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir. Depuis le début de votre fondation, vous avez distribué quelques 77 milliards de dollars, votre dotation est de 75 milliards de dollars, vous êtes donc un acteur majeur de la santé publique mondiale. En 2015, les leaders du monde s'étaient réunis à l'ONU et avaient défini 17 objectifs de développement durable. Avec la pandémie, avec les guerres, il semble que, au-delà de la moitié du chemin, on est très loin du compte. Est-ce que ça vous inquiète? Oui, absolument. La première série d'objectifs couvrait la période de 2000 à 2015 et des progrès incroyables ont été réalisés. Le nombre d'enfants qui meurent avant l'âge de 5 ans a été divisé par 2, mais la quasi-totalité de ces progrès ont été réalisés entre 2000 et 2015. Avec l'apparition de la pandémie, les taux d'intérêt, l'instabilité. Aujourd'hui, les progrès sont vraiment au point mort. Et dans certains cas, comme en Afrique, nous avons même régressé. Nous devons donc redoubler d'efforts pour aider les enfants du monde. Ils doivent survivre, ils doivent s'épanouir en ayant accès à une bonne nutrition. Il s'agit d'investissements qui représentent moins de 1% du budget des gouvernements pour aider les pays les plus pauvres. Mais la visibilité de ce combat s'est trop dégradée. Nous devons donc nous remobiliser. Alors c'est vrai que la tendance est plutôt inquiétante. Il y a la guerre en Ukraine, il y a eu la pandémie, et il y a des mouvements nationalistes qui regardent plutôt à l'intérieur des deux côtés de l'Atlantique d'ailleurs. Et cela veut dire moins d'aide au développement. Il y avait des objectifs, ils ne sont pas atteints et ils sont même écartés. Nous espérions que l'aide pour les pays les plus pauvres allait augmenter, mais elle a en fait considérablement diminué. Nous sauvons des vies avec très peu de moyens et historiquement, il est important de noter que la générosité de la France, en particulier, a été formidable. Le Fonds mondial qui s'occupe du VIH, de la tuberculose et du paludisme, Gavi qui s'occupe des vaccins, ces initiatives ont permis de sauver un grand nombre de vies. Les pays devraient donc s'en féliciter et se dire que même avec toutes ces priorités, les enfants les plus pauvres du monde ont encore besoin de notre attention. Vous avez parlé des vaccins. Les niveaux de vaccination ne sont pas revenus au niveau où ils étaient avant le Covid, pour les vaccinations basiques. Je ne parle pas des vaccins du Covid. Est-ce que cela vous inquiète et quels effets concrets cela a-t-il? La bonne nouvelle, c'est que nous améliorons en permanence les vaccins. Nous avons progressivement réduit de moitié le coût de ces vaccins. Ainsi, même avec des augmentations modestes, nous pouvons ajouter des choses comme le vaccin contre le papillomavirus pour protéger les filles et les femmes contre le cancer du col de l'utérus. Mais vous savez, ces vaccins et garantir une bonne couverture vaccinale pour ces vaccins, la faire remonter au niveau pré-Covid, c'est la meilleure façon d'améliorer la condition humaine. Vous avez parlé de l'Afrique. En Afrique, le paludisme tue beaucoup plus que d'autres maladies. 500 000 enfants par an. Et il y a enfin de l'espoir à l'horizon. 2 vaccins sont distribués dans jusque 15 pays. Votre fondation avait financé un vaccin dans le passé. Vous avez arrêté sans doute parce que vous aviez des doutes. Est-ce que c'est la baguette magique ou est-ce qu'il faut ne pas être trop optimiste quant à l'éradication du paludisme? La lutte contre le paludisme a clairement besoin davantage de financement. Et nous pouvons être optimistes quant à l'ensemble des outils qui arrivent. Le nouveau vaccin, en particulier, n'est pas une solution miracle. En effet, il ne protège les enfants que pour une durée d'un peu moins d'1 an. C'est pourquoi nous l'utiliserons et en tirerons des enseignements dans quelques endroits, mais nous continuerons à utiliser des moustiquaires et des médicaments, et nous devons continuer à travailler sur un vaccin bien meilleur qui offrirait une protection à vie. Mais le paludisme est un problème très grave qu'il convient de
de prendre à bras le corps. Il y a des éléments prometteurs, notamment dans les décennies à venir, et nous devons l'éradiquer. Nous nous concentrons sur la polio en ce moment. Avec un peu de chance, dans les 3 ou 4 prochaines années, nous parviendrons à l'éradiquer et nous pourrons alors nous attaquer à nouveau au paludisme. Est-ce qu'on a tiré les leçons de la pandémie? Vous aviez prévenu sur les risques de pandémie avant le Covid. Vous haussez les épaules, pourquoi? C'est malheureux que nous n'ayons pas été préparés pour cette pandémie. Est-ce qu'on est mieux préparé aujourd'hui? À peine. Notre compréhension, nos capacités de mise au point de vaccins et de médicaments sont améliorées. Le réengagement à l'égard de l'OMS, où nous partageons les informations et coordonnons les activités, cela prend plus de temps que prévu. Convenir d'avoir une surveillance environnementale des eaux usées pour que nous puissions l'identifier rapidement. Bon, certaines choses avancent bien, mais j'ai été surpris que le monde ne se soit pas aussi mobilisé pour être prêt pour la prochaine pandémie. Donc on n'est pas prêt pour la prochaine. Pas autant que nous devrions l'être. Dans de nombreux pays pauvres où votre fondation intervient, les systèmes de santé ne sont pas assez robustes. Et beaucoup de ces pays sont très endettés. Et ils doivent payer l'intérêt de leurs dettes plutôt que d'investir dans les écoles ou dans les hôpitaux. Est-ce que vous voulez que la dette soit allégée ou annulée pour leur permettre d'atteindre les niveaux nécessaires? Absolument. Vous savez, l'augmentation de la mortalité et des taux d'intérêt en Afrique étouffe les besoins de base en matière de développement. Ces pays ont donc besoin qu'une partie de notre générosité contribue à améliorer cette situation. En ce qui concerne les systèmes de santé dans ces pays, il ne s'agit pas tant d'hôpitaux. C'est une infirmière qui va aider une mère enceinte ou une infirmière qui va aider à donner des vaccins. Il s'agit donc de choses vraiment basiques et très peu coûteuses. Mais le défi que représentent les taux d'intérêt est plus grave aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été au cours de ce siècle. Et nous espérons que notre générosité contribuera à alléger ce fardeau. Faut-il alléger ou annuler la dette? Cela revient un peu au même. Il faut libérer les finances de ces pays pour qu'au lieu de dépenser davantage en intérêts, ils puissent se concentrer sur la santé et la nutrition. Cela veut dire que la Chine doit être partie prenante aux discussions. On sait que beaucoup de ces pays ont une dette très importante vis-à-vis de la Chine. Quelques-uns, oui, l'Éthiopie, l'Angola. Il y en a plusieurs en Afrique, mais il faut réunir tous les détenteurs de la dette. En ce qui concerne le changement climatique, vous avez investi dans l'énergie nucléaire de nouvelle génération très récemment aux États-Unis. Comme vous le savez, c'est un sujet très controversé parce que le nucléaire effraie beaucoup de gens en raison de ce qui s'est passé. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est la solution pour combattre le réchauffement climatique? Pour lutter contre le changement climatique, nous allons avoir besoin de nombreuses technologies différentes. L'énergie solaire, éolienne, des batteries, de nouvelles façons de produire de l'acier et du ciment, et également beaucoup de technologies dans le domaine de l'agriculture. Je suis convaincu que la fission nucléaire, en particulier celle de nouvelle génération, dont les coûts sont beaucoup plus bas et dont la sûreté, la sécurité sont plus simples et donc bien mieux garanties, je pense que cela doit faire partie des outils à notre disposition parce que nous devons passer à l'énergie verte assez rapidement. Nous avons donc besoin de la contribution du nucléaire car cette énergie n'est pas tributaire de la météo. Donc vous êtes confiant que cela sera répliqué dans d'autres pays? On sait que pour la France, le nucléaire est absolument central. La France a très bien réussi à réduire ses émissions de gaz à effet de serre grâce à son engagement dans le nucléaire. Et nous devons faire progresser le nucléaire pour qu'il soit encore plus sûr et encore moins coûteux. Je veux en venir à la situation politique aux États-Unis. Elle a évidemment beaucoup changé ces derniers jours. Il y a eu une tentative d'assassinat contre Donald Trump. Joe Biden a finalement décidé de ne pas se représenter. Est-ce que vous pensez que Kamala Harris est la bonne personne pour être la prochaine présidente des États-Unis?
Vous savez, je ne dis pas aux autres comment ils doivent voter parce que je suis tellement associé à la Fondation qui travaille de toute manière avec toutes les administrations. Je pense qu'il est formidable d'avoir quelqu'un de plus jeune qui puisse réfléchir à des choses comme l'IA et la manière de la façonner correctement. Et je ne manquerai pas de proposer mes opinions, mes conseils aux politiques qui voudront les entendre. Ce sera donc une élection intéressante. J'espère que le nouveau gouvernement se préoccupera de nos alliés et du climat. En définitive, je pense que c'est une élection très importante. Ce que vous venez de dire ne ressemble pas exactement à Donald Trump. En effet, vous pouvez probablement deviner pour qui je vais voter, mais je ne prétends pas être un influenceur politique. Je vais donner la priorité à la personne qui sera élue, comme toujours. Nous ferons de notre mieux pour garder à l'esprit les enfants du monde et chercher à améliorer leurs conditions. Votre fondation va bientôt avoir 25 ans. Il y a eu des changements. Votre ex-femme a quitté la fondation à votre regret. On sait qu'elle est très engagée dans les causes féministes. Est-ce que vous, de votre côté, vous pensez changer vos priorités ou est-ce que vous allez continuer sur la même trajectoire que celle des 25 dernières années? Notre engagement envers les femmes et les enfants reste totalement inchangé. Melinda a fait un formidable travail à la Fondation Gates et nous a aidés à sélectionner les domaines sur lesquels nous allions nous concentrer. Et il n'y aura pas énormément de changements. Nous ajustons toujours les choses en fonction des percées dans un domaine ou des ralentissements dans un autre. Mais l'objectif principal de la Fondation continue d'être sauver la vie des enfants, de résoudre le problème de la malnutrition. J'adore le travail de la Fondation. Nous avons remporté de belles batailles. Les partenariats comme celui que nous avons conclu avec la France ont joué un rôle essentiel. Alors, en investissant des ressources modestes, nous pouvons améliorer la situation des pays les plus pauvres. Ce message, cette mission reste inchangée. Donc vous ne comptez pas ralentir? Non, d'ailleurs, la Fondation n'a jamais été aussi grande, aussi active. L'année prochaine, nous allons dépenser 9 milliards de dollars et ces financements augmentent depuis la création de la Fondation. Nous avons commencé avec 1 milliard et nous avons progressé de manière assez régulière. Aujourd'hui, nous arrivons à ces 9 milliards. Bill Gates, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cette émission.